Cette semaine, à votre émission, Reflet d'ici, prix du calque, œuvre de l'année en Gaspésie, remis à l'artiste René Mao le 29 juin dernier au musée Le Chaffault de Percé. Mais je veux surtout remercier vraiment tous les gens qui ont cru en ce projet-là, ce magnifique projet-là. Artiste peintre de grand calibre en exposition au musée Le Chaffault cet été à Percé. En présentant cette exposition du peintre Edmond Aline, je peux dire qu'on est dans les lignes majeures. Ouverture officielle de l'épicerie Café Le Moulin à Val-d'Espoir. C'est vraiment beau. On est situé sur la côte des Pères, sur le site des Biojardins. On a les jardins qui sont magnifiques juste à côté. On a la vue, on est sur la montagne. C'est vraiment beau, c'est très agréable. On a un lieu qui est magnifique. Et journée Barachois en fête le 12 juillet prochain au Barachois de Malbaie. Oui, c'est vraiment une activité pour tout le monde, hein? Famille, adultes, moins jeunes. Il y a de quoi pour intéresser tout le monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Alors, le 29 juin dernier à Percé au musée Le Chaffault, une cérémonie avait lieu pour souligner la remise du prix Calque, œuvre de l'année en Gaspésie. C'est l'artiste René Mao, pour son œuvre en mémoire d'elle, qui a remporté le prix accompagné d'une bourse de 5 000 $. Écoutons Mme Annick Loisel, directrice du Conseil de la culture de la Gaspésie. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier M. Jean-Louis Lebreu, directeur du musée Le Chaffault, de nous accueillir et d'avoir permis la tenue de cet événement à l'occasion du vernissage des expositions du musée Le Chaffault. Le prix du calque œuvre de l'année en Gaspésie est une reconnaissance publique, accompagnée d'une bourse de 5 000 $, qui vise à souligner le travail d'un artiste ou d'un écrivain professionnel de la Gaspésie. L'organisme responsable est le Conseil des arts et des lettres du Québec, que nous appelons le CALC. La remise du prix du calque en Gaspésie se tient depuis 2003 en partenariat avec le Conseil de la culture de la Gaspésie. À ce jour, ce prix a permis de reconnaître le travail de 10 créateurs gaspésiens. Cette année, il a été décidé de récompenser une œuvre en particulier plutôt que la carrière complète d'un créateur. Je rappelle l'importance et la nécessité de ce prix de reconnaissance en région pour offrir de la visibilité et un soutien financier à nos créateurs. Je tiens à remercier le CALC de son engagement et de la complicité développée au fil des ans avec la Gaspésie. Dans ce projet, le Conseil de la culture de la Gaspésie agit comme le partenaire régional pour la diffusion de l'information et pour l'organisation de la remise du prix. Donc, cette année, comme nouveauté, nous avons annoncé le 16 juin dernier les noms de 3 finalistes identifiés par le jury du prix du CALC. Depuis l'an dernier, le CALC offre ce choix dans le but d'offrir de la reconnaissance à un maximum d'artistes. Je vous présente brièvement chaque créatrice et son œuvre. Les 3 femmes sont ici. Je vais leur demander de se présenter en même temps. Donc, tout d'abord, Mme Nadia Saïd, qui est juste ici, de Pabot. Nadia Saïd œuvre dans le domaine des arts visuels depuis plus de 10 ans. Son installation Engramme a été présentée au musée de la Gaspésie en novembre 2013 et au centre d'exposition d'Amos à l'hiver 2014. Madame France Caillouette de Carleton-sur-Mer. Poète, France Caillouette se consacre à l'enseignement de la littérature et à l'animation d'ateliers d'écriture. Au printemps 2014, elle a publié son nouveau recueil de poésie, Voix indigènes, une coédition québécoise et européenne qu'elle vient tout juste de présenter au marché de la poésie de Paris et au Festival international de Namur en Belgique. Et la dernière, Mme Renée Mao-Cladet. Donc, je pense que vous connaissez Mme Cladet, elle est de Percé, artiste en art visuel depuis 35 ans. La sculpteur Renée Mao-Cladet cumule plusieurs réalisations et expositions. Son œuvre monumentale en mémoire d'elle, inaugurée en juin 2013 au musée de la Gaspésie, rend hommage aux femmes autochtones, francophones et anglophones qui ont bâti le pays. Donc maintenant, sans plus attendre, je vous annonce le prix de la lauréate du prix du calque, œuvre de l'année en Gaspésie 2014, Madame Renée Mao-Cladet.
Donc, pour ce choix, les membres du comité de sélection interrégional chargé de l'analyse des candidatures ont souligné la démarche claire et réfléchie de l'artiste Renée Mahot-Clavet dans la création de son œuvre en mémoire d'elle. Assurément, une grande source de fierté pour la région, cette sculpture monumentale rend un hommage vibrant et émouvant aux femmes qui ont bâti le pays. Porteuse d'une symbolique universelle, l'œuvre transcende les cultures et les langues et saura assurément toucher les nombreux visiteurs de la Gaspésie. Alors, il me faut plaisir de vous céder la parole, Madame. Oui, ce ne sera pas long. J'étais vraiment très honorée de partager, être finaliste en lice avec ces deux grandes dames-là aussi. Mais je veux surtout remercier vraiment tous les gens qui ont cru en ce projet-là, ce magnifique projet-là. C'est un défi, une grande aventure de 4 ans qui finalement a été financée à 80% par la communauté. Et c'est pas rien. On a réussi à honorer au-dessus de 660 quelques femmes. Et puis je pense qu'il est temps qu'à travers ces grands mâts masculins, il y ait enfin un symbole pour ces femmes. Voilà. Merci beaucoup. Le musée Le Chaffault a profité de cette occasion pour présenter les deux artistes en exposition au Chaffault cet été. Pour en savoir plus, écoutons M. Jean-Louis Lebreu, directeur du musée Le Chaffault, Jennifer Aline, fille du peintre exposant Edmond Aline, et M. Gilles Lapointe, historien d'art et professeur d'art à l'Université du Québec à Montréal. On sait qu'Edmond Aline est venu d'une première fois en 49 ou en 50 et il est revenu après en 64. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait qu'il y a une des œuvres de l'exposition qui a été peinte sur le mur de la cuisine d'une maison qu'on retrouve encore à Percé. Et évidemment, Edmond Aline était très fasciné par toute la culture, en fait, des Autochtones que l'on trouvait, mais à cette époque-là, qu'on appelait les Indiens. Évidemment, aujourd'hui, on dirait plus suite indienne, mais on dirait suite amérindienne. Et cette exposition-là, j'avais invité le chef de la nation Micmac à venir au vernissage. Ils étaient ravis de savoir qu'on tenait cette exposition, mais malheureusement, il est à Montréal. Et alors, quand on regarde ça, j'ai dit cette exposition, et qu'on ferme les yeux, c'est comme si on avait la quintessence de toute cette culture amérindienne, qui est très riche, en fait. Et tout le côté apparat, leur fête, c'est vraiment des festins d'une part, et en plus au niveau des couleurs. Alors là, il a retenu, en fait, tous les symboles de cette culture-là, et ce qu'il livre. Et ces œuvres-là sont exposées à travers le monde. Hein. Il suffit de voir un catalogue, c'était présenté en Hollande, à Paris, en Italie, et tout ça. Et on sait que le Musée d'art contemporain de Montréal va présenter en 2015 une exposition consacrée à Edmond Aline. Les œuvres, pour terminer, les œuvres sont en provenance particulièrement de collections privées ou de musées? Elles appartiennent au ce qu'on appelle le fonds Edmond Aline. C'est la collection, en fait, de l'artiste qui a été conservée. Mais il y a des œuvres qui proviennent de collections privées, dont l'une, celle qui a été peinte sur le mur de cette maison. Ensuite, Edmond Aline avait fait le portrait de Louis Beaulieu, enfant. Et Louis Beaulieu est le fils de Simone Aubry-Beaulieu, qui elle-même était peintre. Et ils ont habité en 64, Anne Chérix et lui, au moment de leur mariage, dans cette maison. Et c'est très intéressant de pouvoir, quand on organise une exposition comme celle-là, quand il y a des œuvres qui sont sur place, de pouvoir les emprunter et de les intégrer. Et il y a une œuvre, celle qui est derrière nous, qui appartient à une collection, une galerie privée de Montréal. Oui. Merci, M. Legault. On a droit à un artiste très intéressant au deuxième étage aussi, là. Ah, en haut, tout à fait, un jeune peintre qui s'est intéressé, là aussi, il est venu au moins à 3 reprises depuis 1 an, s'inspirer du paysage perséen. Du paysage, oui, mais aussi de l'architecture. Hein? Il y a les maisons un peu en lambeaux, mais comme quoi
une façade un peu délabrée peut pour un peintre être un très très beau sujet. Il y a un petit tableau qui est l'intérieur du salon de la Villa James. Selon moi, c'est digne des grands tableaux. Et j'ai écrit un jour un texte dans lequel je compare ce tableau-là à une œuvre du peintre Hammarskjöld, qui est un peintre scandinave, en fait. La qualité, l'intensité de ça. Et quand on voit, par exemple, les épinettes, on sent que c'est le vent qui les a rendus aussi rabougris et tout ça. Et là, c'est pareil. C'est un peintre qui est quand même jeune. Et quand on regarde les natures mortes d'Edmund Hallin, quand il a commencé, et qu'on voit ce qu'on expose de lui 14 ans plus tard, alors je me suis dit que ce serait intéressant de donner la chance à ce peintre-là, qui montre aussi à quel point Persée continue d'inspirer des peintres de l'extérieur qui s'intéressent à Persée. Dans 14 ans, le style sera probablement différent et on pourra voir l'évolution. Vous savez, en présentant cette exposition du peintre Edmund Hallin, je peux dire qu'on est dans les lignes majeures. Pour un si petit musée, quand je dis petit, c'est sur le plan des moyens financiers, parce que nous ne sommes pas reconnus, nous ne sommes pas subventionnés, mais après avoir présenté Riopelle, Pellan, Bordua, Hallin s'imposait parce que c'est quand même l'un des grands peintres canadiens. Et comme le disait hier le professeur Lapointe, c'est un peintre que l'on reconnaîtra davantage encore dans 10 ou dans 15 ans. La preuve, le Musée d'art contemporain de Montréal, qui va lui consacrer en 2015 une exposition majeure, sans être une rétrospective. Parce que ce qui est intéressant chez Hallin, c'est que quand on regarde les œuvres du début, de la jeunesse et les œuvres de maturité, on ne peut pas penser que c'est le même peintre. Et ça, vraiment, cette richesse fait que, on peut organiser des expositions différentes. Mais nous, le musée, on a retenu celle-ci parce qu'elle s'inscrit à l'intérieur de la période où Hallin est venu à Persée à plusieurs reprises. Résumer l'œuvre de mon père, c'est impossible. C'est un artiste qui vraiment se caractérise par sa polyvalence et c'est un être qui était très curieux et qui a eu, je dirais, 5 périodes très, très distinctes. On pourrait même penser que c'est 5 artistes différents. Donc, est-ce qu'il avait un problème d'identité? Je ne sais pas. Mais c'était un anglophone, francophone qui a beaucoup cherché à se définir et je pense que finalement, c'est dans les images qu'il a trouvé son réel pays. Et il a fait donc des œuvres... il est passé d'une certaine abstraction au début, et puis plus la vie l'a amené finalement vers, je dirais, une conception du temps, du souvenir, de la mémoire. Mais là, ici, ce qu'on voit à Persée, c'est des œuvres qui ont été faites ici il y a 50 ans et qui sont l'espèce de jubilation qui, en tout cas en 64, venait de rencontrer ma mère. Et donc, c'est vraiment une fête colorée, une allégresse amoureuse qui se reflète sur les toiles. Et on a la chance d'avoir aussi des tapisseries que ma mère faisait en même temps ici à Persée. Donc les deux avaient l'air d'être dans une vraie joie créative assez contagieuse, en tout cas entre eux. Mais l'œuvre de mon père est une chose très difficile à c'est pour ça que j'ai carrément fait un film, un long métrage. C'est un souffle, ce sont des couleurs. C'est un geste, mais c'est aussi, plus la vie avance, c'est un artiste qui est devenu très réflexif. Puis au début, c'était quelqu'un de très dans la gestuelle, des encres, même noires, elles sont très comme ça vivantes. Et puis ensuite, cette période très colorée. Mais par la suite, c'est devenu quelqu'un qui a vraiment cherché à cadrer la vie. C'est des images presque photographiques et très réalistes et qui essaient vraiment de capter des émotions et de nous les retransmettre. C'est vraiment ça son projet. La Gaspésie a quand même marqué son œuvre. Vous n'êtes pas ici pour rien non plus, là. Mais en fait, ça, je le découvre et ça me fait vraiment plaisir de voir à quel point... Il y avait hier une conférence de Gilles Lapointe, un historien, sur son rapport à la Gaspésie. Et en fait, mon père, ce qui est intéressant, c'est que dans sa jeunesse, il est venu ici vers 18 ans, puis ensuite vers 23 ans, puis il est parti vivre 15 ans en Europe. Et pendant qu'il vivait à Paris, en fait, il a beaucoup peint avec des réminiscences de la Gaspésie. Et c'est un paysage qui l'a suivi jusqu'en Europe et qui s'est aussi manifesté dans toutes ses œuvres qu'il a peint à Paris. Et moi, je ne savais pas à quel point il avait
porté en lui la Gaspésie. Mais dans des lettres qu'on retrouve aujourd'hui, on découvre, il en parle, il écrit dans sa correspondance à quel point les greffes de la Gaspésie l'habitent toute sa vie. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, votre père entretenait un rapport très important avec la Gaspésie, qui l'a suivi partout dans sa vie. Donc, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir qu'une exposition lui est consacrée dans le lieu même de son inspiration? Bien, c'est très, très émouvant pour moi, sa fille, de revenir sur les traces des lieux où il a peint ses tableaux. C'est des tableaux que j'ai connus toute ma vie. Il m'a toujours dit qu'il les avait peints en Gaspésie. Aujourd'hui, je vous parle, je vois le rocher percé devant moi. Je trouve ça très, très touchant que ces œuvres-là aient refait le voyage et qu'elles revivent sous la lumière de la Gaspésie de Percé. Ouais. Pourquoi donc connaissez-vous Edmund Allen? Ça vous dit pourquoi vous êtes... Ben, en fait, c'est que j'ai déjà publié avec Ginette Michaud et l'artiste Jocelyn Jean un ouvrage sur Edmund Allen. Et actuellement, je suis en train d'écrire l'histoire de sa vie, donc je prépare sa biographie intellectuelle. Edmund Allen, donc, est un artiste très important du Québec qui a bien sûr étudié à Québec où il est né, à l'École des Beaux-Arts, et qui a quitté le Québec en 1955 pour faire carrière à Paris, où il a résidé jusqu'en 1970. Edmund Allen, c'est un artiste qui a réussi aussi à s'intégrer dans le milieu parisien d'une manière extraordinaire. Vous savez qu'à l'époque où il est arrivé, il y avait 25 000 artistes à Québec. Il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, il y a un livre qui a paru en France, un livre important sur les artistes importants des années 60 à Paris, et Edmund Allen fait partie des 15. Simplement pour vous donner une idée de l'importance de cet artiste qui adorait la Gaspésie. Non seulement il adorait la Gaspésie, mais la Gaspésie, le paysage gaspésien est extrêmement important dans son travail. Je pourrais vous dire comment? Oui, en fait, c'est que Edmund Allen peignait bien sûr la nature, mais une nature très particulière qu'il ne trouvait qu'en Gaspésie. Et lorsqu'il était étudiant, au début des années 50, avec Jean-Paul Lemieux, il a été l'étudiant du célèbre peintre Jean-Paul Lemieux, il a pris l'habitude de venir peindre ici en Gaspésie des paysages, des bois trouvés. Et même lorsqu'il était à Paris, dans les années 50, donc de 55 à 60, et même lorsqu'il a commencé à faire de la peinture non figurative, comme l'ont fait la plupart des artistes de cette époque-là, il avait toujours comme source première d'inspiration le paysage gaspésien. Et ça, c'est très intéressant parce que même lorsqu'il est sur la Côte d'Azur, qu'il découvre pour la première fois et qui est merveilleuse, même lorsqu'il est en Pays basque, il écrit à ses parents « Je peins de mémoire. Oui, j'ai la mer sous les yeux, mais celle qui m'inspire, c'est la Gaspésie. » Et donc, après quelques années, bien sûr, il a fallu qu'il revienne au Québec parce qu'il s'était éloigné de la Gaspésie. Et la première chose qu'il fait lorsqu'il revient au Québec en 1960, il revient ici peindre à nouveau avec une autre artiste importante du Québec, Micheline Beauchemin. Il repart pour Paris. Et à Paris, vers l'âge de 30 ans, 31 ans, il constate qu'il fait une peinture non figurative qu'il juge trop sérieuse. Il dit « J'ai 31 ans, je fais une peinture trop sérieuse pour mon âge. » Et là, tout à coup, il rencontre Anne Chérix, qui est également présente dans cette exposition. Et c'est l'amour. Ils vont se marier. Et la première fois, ils vont en fait se marier en 1964. Et donc, ça fait 50 ans cette année que Edmund Allen est venu en 1964 à Percé, où il a peint beaucoup. Il a peint pendant tout l'été parce que à l'automne à Montréal et ensuite en Ontario, il y avait des expositions importantes. Et il a utilisé une très jolie expression que j'ai utilisée pour un article d'ailleurs qui paraît dans Vie des Arts, le prochain numéro, celui de cet été. Il parle de l'allégresse colorée. Et vous pouvez voir dans plusieurs des tableaux de la période indienne, justement, cette utilisation, ce retour extrêmement festif de la couleur. C'est un moment extrêmement heureux, de bonheur et aussi très productif. Donc, on a dans cette exposition 2 moments de la peinture d'Edmund Allen. Les années comme étudiant, où il fait du paysage, où il reproduit des bois trouvés, et ensuite la période indienne qu'il peint ici. Cette période-là indienne, elle se termine d'ailleurs à Percé. Pourquoi? Parce qu'à l'automne de 1964, il va au musée de l'Homme à Ottawa et il se rend compte que
la civilisation amérindienne, c'est pas son monde à lui. Il a l'impression d'être un pilleur de tombes, de faire des tableaux qui appartiennent à un autre peuple que le sien. Et donc, il va arrêter de faire ces tableaux-là. Donc, on a ici vraiment, et Jean-Louis Lebreu, qui a organisé l'exposition, a eu tout à fait raison de faire le découpage 1950-1964. Donc, deux périodes très significatives dans l'œuvre de ce très grand artiste et vraiment des œuvres qui trouvent leur point d'ancrage à Percé et dans la Gaspésie. Merci beaucoup. Écoutons maintenant l'artiste Miguel Forêt qui nous résume ce en quoi consiste l'exposition de ses œuvres présentées au Musée Le Chaffault cet été. Comment est-ce que vous décririez votre œuvre en général? Comment je décrirais mon œuvre? Je vous dirais que c'est une œuvre qui est atmosphérique. Le travail que j'ai fait en haut sur Percé, dans le fond, c'est d'aller dégager des paysages naturels de Percé pour saisir des ambiances, comme exemple, j'ai des œuvres de nuit, j'ai l'intérieur de la Villa James, toutes sortes de choses. Pourquoi Percé? C'est parce que j'ai eu une invitation à exposer ici. Puis c'est sûr que ça m'intéressait tout de suite. Maintenant, votre première exposition sur les lieux du Chaffault à Percé. Est-ce que vous croyez revenir vous inspirer de ce lieu à l'avenir? Ah oui, c'est certain. Oui, parce que là, en haut, j'ai 25 œuvres. Je pense que j'aurais eu de l'inspiration pour en faire une centaine. Là. Donc, on peut dire que c'est un tremplin, un point de départ vers une suite éventuelle. Ah oui, la série va continuer, je pense. Le 27 juin dernier, à Val-d'Espoir, c'était l'ouverture officielle de l'épicerie-café Le Moulin. TVCGR était sur place. J'ai réalisé une entrevue avec Karine Leblanc, chargée du projet Marchand pour produire La Santé Ensemble. Oui, l'épicerie-café Le Moulin, qui est situé à Val-d'Espoir, qui est un tout nouveau lieu qui a été créé par l'organisme Produire la Santé Ensemble. Donc, un bref résumé de l'historique qui a fait en sorte que ce projet puisse voir le jour aujourd'hui. Oui, Produire la Santé Ensemble était un laboratoire rural pendant cette année. Depuis l'année dernière, c'est devenu un organisme sans but lucratif qui est géré par un conseil d'administration de gens de la communauté. Et ces personnes-là ont décidé qu'à Val-d'Espoir, il n'y avait pas de commerce, donc ça pouvait être une action importante dans notre mission d'ouvrir un lieu pour que les gens puissent s'approvisionner en aliments sains et abordables. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut acheter plusieurs produits en vrac ici, c'est bien ça? Oui, on privilégie d'acheter des aliments en vrac et de les revendre parce que ça fait baisser le coût pour le consommateur. Comme gamme de produits qu'on peut retrouver ici? On essaie d'avoir le plus possible des aliments de base, c'est-à-dire des aliments qu'on va ramener à la maison pour les cuisiner, comme du riz, des pâtes, des légumineuses, de la viande, du pain et des farines qu'on moud ici sur place avec le moulin à farine qui a été acquis par des gens de la communauté pendant le projet Produire la Santé Ensemble. Et tout ça dans une ambiance bien particulière aux gens de Val-d'Espoir, bien sûr. Oui, on veut que notre épicerie-café soit un lieu de rassemblement. On espère que les gens vont se l'approprier, vont venir de façon informelle pour être consommateurs, venir boire un café, jaser avec nous. Mais on veut aussi que ce soit un lieu festif, un lieu où on veut, en collaboration avec le Café du Village, organiser des événements juste pour le plaisir de se rassembler, d'être ensemble, puis aussi éventuellement pour en apprendre plus sur les possibilités avec l'autonomie alimentaire, le jardinage, la cuisine, etc. Donc, un endroit où le paysage est extraordinaire pour prendre un petit café entre amis. C'est vraiment beau. On est situé sur la côte des Pères, sur le site des biojardins. On a les jardins qui sont magnifiques juste à côté. On a la vue. On est sur la montagne. C'est vraiment beau. C'est très agréable. On a un lieu qui est magnifique, qui a été rénové pour nous, pour notre projet. Et c'est vraiment agréable. Merci beaucoup et félicitations. Merci. Alors, mesdames, messieurs, je suis présentement en compagnie de M. Pierre Poulain.
qui fait partie du comité de concertation du bar à choix de Malbaie. Et M. Poulin est avec nous aujourd'hui pour discuter de la promotion d'une journée, oui, d'activité très spéciale qui va avoir lieu directement sur le site du bar à choix de Malbaie, bien sûr. Alors tout d'abord, bonsoir M. Poulin. Bonjour à tout le monde, bonsoir. Ça va bien? Oui, très bien, avec ces belles journées enfin. Oui, enfin, la chaleur est arrivée. On peut dire qu'on rentre vraiment dans la période estivale. Oui, bon, on l'a vraiment mérité. Alors, une première activité qui va avoir lieu au bar à choix de Malbaie, une activité, oui, quand même particulière. Ça va se dérouler le 12 juillet prochain, naturellement, si la température le permet. Alors, ça va vraiment être une activité spéciale qui va se passer cette journée-là. Oui, pour nous, le comité de concertation du bar à choix de Malbaie, c'est quelque chose de différent parce que depuis qu'on existe, ça fait quand même plusieurs années, on a fait plein de choses, des activités dans les écoles, des activités d'interprétation, des panneaux d'interprétation, du matériel d'interprétation sur le site. Mais là, on a décidé de fêter ça en quelque sorte, puis inviter tout le monde à venir fêter avec nous autres avec le bar à choix en fête le 12 juillet. Si jamais, comme vous venez de le mentionner, la pluie était au rendez-vous, on le remet au lendemain 13 juillet. Peut-être débuter en expliquant un peu en quoi consiste la mission de l'organisme en tant que tel. Bien, notre rôle principal, nous, c'est d'abord de réunir les principales personnes intéressées par le bar à choix. Alors, on regroupe des chasseurs, pêcheurs, observateurs d'oiseaux, commerçants, propriétaires. Et notre rôle ensuite, bien, c'est de protéger le bar à choix le mieux possible et puis de le mettre en valeur. Il faut vraiment le souligner, là, le site du bar à choix, c'est vraiment un site exceptionnel en soi. Effectivement, c'est le plus beau, le plus grand bar à choix de toute la Gaspésie. Alors peut-être maintenant donner une brève description de l'ensemble des activités qui vont attendre la population de la MRC du Rocher-Percé dans le cadre de cette activité. Oui, c'est vraiment une activité pour tout le monde, hein? Famille, adultes, moins jeunes, il y a de quoi pour intéresser tout le monde. Alors, le site ouvrira à 10 heures. Ça va se passer à Coin-du-Banc. Alors, il s'agit tout simplement de, lorsqu'on sort de la route à Lemieux, de continuer tout droit directement sur la plage. Donc, à 10 heures, les gens pourront arriver. Une activité particulière à 10 heures, hein, genre d'arts martiaux pour débuter? Oui, à 11 heures. À 11 heures, ce sera justement une initiation au capoeira, là, qui est un art martial brésilien. Alors, les gens vont pouvoir s'initier à ça pendant une petite heure. Alors, s'il fait beau, ils vont pouvoir avoir chaud. Peut-être profiter de l'eau par la suite. Alors, pour les adultes, ça coûte 5 $. Puis, par la suite, il y a le dîner jusqu'à de 11 h à 13 h, en fait. Là. Non, un petit peu plus tard. Le dîner, ça se déroule... Oui, de 11 à 13. Un dîner de homards pour ceux qui veulent profiter encore une fois de nos magnifiques homards. Par la suite, un atelier d'art, une création particulière. On met en valeur le site. C'est ça, quelque chose de spécial avec une personne expérimentée. À 13h30, on appelle ça du land art, c'est-à-dire la création d'une œuvre d'art, mais à partir de tout ce qu'on va trouver sur la plage, que ce soit un bout de bois, des pierres, etc. Alors, c'est quand même surprenant. Les gens sont capables de créer des choses pas mal intéressantes avec tout ce qu'on peut trouver comme ça en bord de mer. Et puis, naturellement, ce site est reconnu pour la diversité d'oiseaux qu'on peut y retrouver, oui. Oui, bien c'est ça. À 14h30, là, il y aura une activité de découverte des oiseaux du bar à choix avec une naturaliste sur place. Toute la journée, à part ça, à Volo. Le groupe à Volo va être là avec des kayaks pour ceux qui veulent s'initier. Et puis, musique, rallye recherche. Oui, il y a un rallye recherche également que les gens vont pouvoir on le fait par nous-mêmes tout simplement avec les feuilles, on découvre des choses. C'est à la fois des choses amusantes et des choses où les gens peuvent découvrir, connaître mieux le bar à choix, connaître mieux la nature. Le train L'Amiral aussi va venir nous visiter pendant cette journée-là. Il va arriver à peu près à l'heure de début des activités. Alors ces gens-là vont pouvoir se joindre à tout le monde, donc on espère nombreux, évidemment. Possibilité de faire du kayak aussi, hein? Oui, la possibilité de kayak. Alors là, c'est le groupe à Volo qui sera sur place. Les jeunes vont pouvoir se faire maquiller. Alors, on a aussi des gens habitués dans le maquillage qui sont très bons. Et ceux qui ont une petite fringale, cantine sur place. Oui, en plus du homard, là, ceux qui n'ont pas le goût, les hot dogs vont être... on va vous en faire cuire autant que vous en voulez. Alors, on peut dire vraiment une belle journée en perspective. Avec le comité qui va être sur place, ça risque d'être vraiment une belle initiative de votre part et de devenir une première édition qui risque d'être un succès parce que ne serait-ce que le site en tant que tel, s'il fait beau, c'est difficile de manquer son coup. Effectivement. Alors nous autres, on espère avoir beaucoup de monde.
Notre comité n'est pas un comité très riche, alors plus on aura de monde, plus ce sera intéressant. On a évidemment toujours des personnes qui collaborent avec nous, le Club des ornithologues, Conservation de la nature, la Ville de Percé, et occasionnellement pour des projets spéciaux, on va chercher d'autres organismes aussi. Alors, il y aura une naturaliste sur place aussi. Oui, il y aura une naturaliste pour la visite guidée en question, là, la recherche et la découverte des oiseaux. Donc, j'imagine qu'on termine en invitant l'ensemble de la population des environs à être solidaire de cet événement-là? Oui, il y aura aussi de la musique sur place. Alors, venez vous amuser, venez découvrir le bar à choix, venez nous rencontrer. Alors, on vous attend, on sera là sur place avec une équipe, là, évidemment, une première année. On n'est peut-être pas super rodés, mais comme vous disiez à l'instant, si ça va bien, si vous êtes langue en nombre, l'an prochain, on remettra ça avec grand plaisir. Alors, je vous remercie beaucoup de votre visite à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Première visite, je crois. Première visite, mais on vous oubliera pas. On va être là à l'avenir. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une super belle journée d'activité pour cette première édition au bar à choix de Percé, oui. Oui, bienvenue à tous encore une fois, puis merci beaucoup à vous. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette semaine. On se laisse sur des images de l'ouverture officielle de l'épicerie-café Le Moulin de Val-d'Espoir. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et maintenant sur YouTube sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercialhotmail.com ou directement sur Facebook. Merci de nous suivre en si grand nombre chaque semaine et rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Bonsoir tout le monde! Bonsoir! C'est l'heure du petit discours, ce sera pas long. Je voulais premièrement vous remercier d'être venus en si grand nombre à l'inauguration de notre nouveau lieu, nos bureaux de Produire la santé ensemble et à l'épicerie-café Le Moulin. C'est vraiment important, on est vraiment content que vous soyez là parce que on veut que ce soit votre place, votre commerce, votre lieu de rassemblement, votre café. Je voulais mentionner que ce projet-là, c'est le résultat d'un beau travail de la part du conseil d'administration de Produire la santé ensemble. C'était leur idée. Et puis, je vais vous les présenter. Stéphane Reil, le président. Il y a Dominique Roy, Jonathan Buvalet, qui ne sont pas là, je crois. Il y a Michel Plourde. Qui était là. Sauvé. Qui est là. Il y a Marc Barre qui n'est pas là non plus. Puis il y a Raphaël Blais. Donc, ça a été plein de belles discussions, des échanges, plein de réflexions aussi pour arriver à un concept, trouver des points communs, faire des choix. Ça a vraiment bien été, c'est un beau travail d'équipe. Puis aussi, bien sûr, en collaboration avec l'équipe de Produire la santé ensemble, qui sont ici aussi. Il y a Isabelle Boisvert, je vois personne. Isabelle Boisvert, Sophie Perron, Benoît Thirault, Émilie Bourg-Bélanger que vous voyez, qui vous vend des petits billets, Karen Golden, puis Lydia Lapierre qui est ici tout l'été pour vous accueillir. Je voulais dire aussi que le premier commentaire que les gens nous disent quand ils rentrent, c'est que c'est beau, c'est une belle place. Puis je voulais mentionner le travail de Michel Plourde et puis de Régent Roussy, qui ont travaillé fort, deux bons artisans qui ont inventé des belles choses, un beau comptoir, qui ont travaillé en collaboration avec Joël Savage. Je voulais aussi dire merci au Biojardin, Aline, Nancy et Germain qui nous accueillent et qui nous soutiennent dans notre... parce qu'on est nouveau, hein, fait qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, puis ils nous aident beaucoup. Un petit merci aussi pour le rabais sur les matériaux de la part de BMR à Grande-Rivière. Et je pense qu'on serait peut-être rendu à entendre un petit mot de notre mère. Ah, il est là! Écoutez, c'est toujours intéressant de venir ici, de voir la fourmilière qu'il y a à Val-d'Espoir depuis des années. Ça a toujours existé, mais vous êtes toujours développé, toujours dans des créneaux différents des autres. Vous persistez dans vos affaires. C'est toujours beau de voir ça, de voir le dynamisme. On le sent toujours, le dynamisme qu'il y a. Puis les nouveaux arrivants à travers, qui sont aussi dynamiques que les gens de la place, c'est toujours intéressant, puis c'est comme ça qu'on va arriver à changer la machine de bord. Il n'y a rien de facile, il n'y a rien de rapide.
une grosse machine comme la ville de Percé. Si on prend la ville, c'est dur à tourner, ça prend du temps. Puis je pense que Mergelot en est témoin. On est dedans, puis c'est sûr que de changer des habitudes, tout ça, c'est plus compliqué. Cependant, on est sensible, on est très sensible à ce qui se passe à l'extérieur du village de Percé aussi, dans le développement, puis vous avez besoin qu'il y ait du monde qui vienne vous voir, comme nous à l'Anse à Beaufils, comme les gens de Balachois et ailleurs. Alors, c'est dans la prochaine et les prochaines années, on s'en est parlé déjà, on va investir beaucoup à trouver la manière de bien indiquer ou de bien emmener le monde en dehors du village aussi. Parce qu'il y a d'autres choses qui se passent, puis de faire connaître nos endroits comme ça. Moi, je vous demande de continuer. Et ce qu'on peut faire pour vous supporter, on va le faire. On n'est pas... il n'y a pas de richesse à la ville de Percé, puis on l'a vu assez vite. Mais le support d'une municipalité dans un développement comme ça, dans tout développement, que ce soit un support moral ou un support écrit par une résolution, par un support envers un financier, on sera toujours là.